Alors, nous pensions avoir l'avantage et pouvoir imposer notre volonté avec l'expansion de l'OTAN en Ukraine. Pendant longtemps, il semblait que nous pourrions réussir. Cependant, finalement, la situation s'est inversée. Maintenant, nous sommes dans une situation où l'OTAN et les États-Unis pourraient perdre et les Russes pourraient gagner. Le rôle de l'OTAN a en effet considérablement changé, et une grande partie de la discussion à son sujet semble être basée sur des malentendus. Premièrement, il existe une croyance répandue selon laquelle l'ajout de nouveaux membres à l'OTAN, tels que la Finlande et la Suède, renforce le pouvoir américain. Cependant, je crois que ceci est incorrect. Chaque fois qu'un pays s'engage à assurer la sécurité d'un autre, il prend en réalité une responsabilité plutôt que de gagner en force supplémentaire. Hello everybody. So, on April 4th, Bonjour à tous. Le 4 avril, l'OTAN, ce vestige de l'ère de la guerre froide, a fêté ses 75 ans. Joyeux anniversaire, mais s'il vous plaît, pas d'explosion ni de provocation. Restez calme, enfant anniversaire. Pour commémorer cette occasion significative, j'ai été invité à présider un panel avec 3 penseurs distingués des relations internationales, l'ambassadeur Jack Matlock, le professeur John Mearsheimer et Anatole Lieven. Le panel était organisé par le Comité américain pour l'accord États-Unis-Russie et Katharina Van den Heuvel, l'ancienne rédactrice en chef du magazine The Nation. Ce sont des personnes qui plaident pour l'amélioration des relations avec la Russie et pour éviter la Troisième Guerre mondiale. Nous avons rencontré quelques problèmes de connexion, mais j'espère que vous apprécierez tout de même le débat. Il y a des marques temporelles dans la description, si vous souhaitez passer directement à un intervenant particulier. Profitez-en, s'il vous plaît. C'est un honneur de présenter ce panel distingué à ce moment opportun. Le panel porte sur l'OTAN à 75 ans, évaluant le rôle de l'Alliance dans la nouvelle guerre froide et la guerre en Ukraine. C'est une discussion de panel organisée par Solid Studies et le Comité américain pour l'accord États-Unis-Russie, usrussiaaccord.com. Cette année marque le 75e anniversaire de la fondation de l'OTAN. Si vous lisez le communiqué de presse, il insiste sur le fait que depuis plus de 7 décennies, l'OTAN a préservé la paix et la stabilité en Europe. La discussion importante d'aujourd'hui est susceptible de diverger de ce discours de célébration. En 1987, le magazine que j'éditais et publiais, The Nation, a sorti un numéro spécial intitulé « Le cas contre l'élargissement de l'OTAN ». Nous avons uni nos forces avec des observateurs perspicaces, des universitaires et des officiels qui reconnaissaient le danger significatif de rompre la promesse de l'Occident de ne pas s'étendre d'un pouce vers l'Est. L'ambassadeur Matlock a été témoin de cette violation et il y avait des sénateurs, des citoyens et des universitaires qui s'opposaient à l'expansion. Aujourd'hui, et ce panel l'abordera probablement, notre discours s'est détérioré au point où mentionner le rôle de l'expansion de l'OTAN dans l'alimentation de la guerre et de l'instabilité conduit à des accusations de nombreuses choses. Les personnes participant à cet appel ont été traitées de ces noms. En 1997, témoignant devant le Comité des Relations étrangères du Sénat, l'ambassadeur Matlock a averti que l'admission de nouveaux membres à l'OTAN pourrait être vue dans l'histoire comme une erreur stratégique profonde. Il a suggéré que cela pourrait encourager une série d'événements qui poseraient une sérieuse menace à la sécurité de la nation pour la première fois depuis l'effondrement de l'Union soviétique. De plus, il y avait l'interview largement citée du distingué diplomate George Kennan par Thomas Goodman. Kennan a critiqué le rejet rapide des alternatives à une structure militarisée, remarquant célèbrement « L'OTAN n'est pas un Tea Party ». Cependant, il a noté que le terme Tea Party était devenu compliqué à utiliser. Alors, je suis sûre qu'il y aura aujourd'hui des discussions sur les alternatives à l'expansion de l'OTAN, passées et présentes. Je n'ai pas besoin d'énumérer les conséquences dangereuses que nous observons en raison de l'expansion de l'OTAN.
Ce que j'espère que cet appel permettra d'atteindre, et je suis confiant qu'il le fera sous la direction de Pascal, est de remettre en question le consensus étroit qui domine nos débats de politique étrangère. Nous visons à adopter une perspective réaliste sur l'état actuel de l'OTAN à 75 ans, sa direction future et les alternatives possibles. Avec cela, je passe la parole à Pascal. Merci à tous d'être venus. Je ne suis pas certain s'il est tôt le matin, mais cela en a tout l'air. Donc, je suis d'autant plus reconnaissant. Il y a beaucoup à discuter. Merci Pascal et merci à tous d'être ici. Merci Katharina et merci à tous d'être venus, en particulier aux 3 intervenants qui ont accepté de discuter aujourd'hui. Tous ceux qui regardent cette chaîne me connaissent. Je suis Pascal. Je dirige la chaîne des études sur la neutralité et un groupe de recherche sur la neutralité dans les relations internationales. Bien que je ne sois pas un fan des alliances, je comprends qu'elles peuvent être importantes et servent souvent de pivot des structures de sécurité internationale. Cependant, les alliances portent également le risque de créer quelque chose comme une réaction en chaîne. C'est ce que nous avons vu lors de la Première Guerre mondiale, quand une petite guerre locale dans les Balkans a dégénéré pour devenir la Première Guerre mondiale. Les alliances peuvent conduire à un piège. Elles contribuent au dilemme de la sécurité différemment que simplement fabriquer des bombes et des munitions. Elles créent une situation où les États se sentent soudainement menacés et pourraient prendre des contre-mesures. Cela était évident avec le pacte de Varsovie et l'OTAN. Aujourd'hui, je me demande si l'OTAN est encore ce qu'elle était en 1949. Cette alliance, maintenant âgée de 75 ans, semble, sent et paraît très différente de ce que j'ai lu dans les manuels. Et c'est pourquoi c'est si merveilleux d'avoir avec nous 3 grands intervenants. Tout d'abord, j'aimerais souhaiter la bienvenue à l'ambassadeur Jack Matlock, un homme qui a été témoin de la fondation de l'OTAN et l'a vu grandir pour devenir ce qu'il est aujourd'hui. Jack Matlock est un diplomate de carrière qui, entre autres postes, a servi comme ambassadeur des États-Unis en Union soviétique de 1987 à 1991. Il a travaillé étroitement avec le président Reagan et George Bush Sr., jouant un rôle significatif dans la fin réussie de la guerre froide. Deuxièmement, nous sommes également très honorés d'avoir avec nous le professeur John Mearsheimer, qui est professeur de sciences politiques à l'Université de Chicago. Il est l'auteur de nombreux livres, dont certains sont les œuvres contemporaines les plus importantes en relations internationales. Il est bien sûr le principal savant américain dans le réalisme académique savant. Enfin, nous avons également avec nous Anatole Lieven, qui est le directeur du programme Eurasie à l'Institut Kinsey pour une diplomatie responsable. C'est un journaliste accompli et ancien professeur à l'Université de Georgetown au Qatar. Donc, aux 3 messieurs, merci beaucoup de vous joindre à nous aujourd'hui. Permettez-moi de commencer avec l'ambassadeur Matlock. Comme je viens de le mentionner, vous aviez 19 ans lorsque l'OTAN a été fondée. Vous l'avez vue évoluer en ce qu'elle est aujourd'hui. Selon vous, quel est le rôle de l'OTAN aujourd'hui dans le système mondial? Et pensez-vous qu'elle joue un rôle positif ou non? Le rôle de l'OTAN a considérablement changé au fil du temps, et il existe de nombreuses idées fausses à son sujet. Premièrement, il est souvent dit que l'ajout de nouveaux membres à l'OTAN, comme la Finlande et la Suède plus récemment, renforce la puissance américaine. Cependant, je crois que ceci est incorrect. Chaque fois qu'un pays garantit la sécurité d'un autre, il assume une responsabilité plutôt que de gagner en force. Cela est particulièrement préoccupant pendant les tensions actuelles autour de l'Ukraine. À mon avis, cette expansion est dangereuse et n'est dans le meilleur intérêt d'aucun pays impliqué. De plus, il y a une idée fausse répandue
selon laquelle le traité de l'OTAN oblige les États-Unis à aller en guerre pour défendre ces pays. Cela n'est pas le cas. Le traité stipule que si une attaque est perpétrée contre un membre, elle sera considérée comme une attaque contre tous. Cela implique qu'il y aura une décision collective sur la manière de répondre, ce qui ne signifie pas nécessairement aller en guerre. Un autre point est que l'Ukraine n'est pas membre, bien qu'en 2008, l'OTAN ait déclaré qu'elle le deviendrait éventuellement. Cependant, les actions des États-Unis en Ukraine actuellement sont comme si elle était déjà membre. Même si l'Ukraine était membre, il est peu probable que nous fassions quelque chose de plus que ce que nous faisons actuellement. Donc en effet, nous traitons l'Ukraine comme un membre de facto. Le troisième point que je souhaite aborder concerne ce qui inquiète particulièrement la Russie, et cela concernerait n'importe quel dirigeant russe. Ce n'est pas tant la garantie de l'article 5, mais le placement de bases américaines dans ces pays. En réfléchissant aux discussions des années 90, je me souviens de l'ambassadeur russe à Washington, avec qui j'avais de bonnes relations et avec qui j'avais négocié de nombreuses choses pendant la guerre froide, disant « Nous ne nous opposons pas à ce que vous leur étendiez une garantie de l'article 5. Ce qui nous inquiète, ce sont les bases. » Cette préoccupation a grandi, surtout en Ukraine. En fournissant des fournitures militaires, des armes, des conseillers et des renseignements, nous traitons l'Ukraine comme si elle était un membre de l'OTAN. Je pense que c'est extrêmement dangereux. Je tiens à souligner que nous ne devrions pas considérer cette situation simplement comme un problème OTAN contre Russie. Cela se passe dans un monde où nous fournissons des armes pour une attaque génocidaire sur Gaza. Notre marine discute de la possibilité d'une guerre imminente avec la Chine. Lorsqu'on parle de la Russie et de la Chine, nous devons nous rappeler que la Russie est une puissance nucléaire à égalité avec nous et correspond probablement à nos capacités en matière de cyberguerre. Il y a beaucoup d'autres facteurs à prendre en compte. Je crois que la poursuite de ces politiques à ce moment présente un danger significatif pour la sécurité américaine et pour la stabilité mondiale. Je ne pourrais pas être plus d'accord avec vous. Mais la question est, pourquoi faisons-nous cela? Laissez-moi maintenant demander au professeur John Mearsheimer, car vous avez souligné très récemment dans votre Substack que Jens Stoltenberg, le secrétaire général de l'OTAN, a admis non pas une, mais 2 fois que la vision selon laquelle Poutine a attaqué l'Ukraine à cause de l'élargissement de l'OTAN était en fait vraie. Il l'a dit 2 fois. Habituellement, quand quelqu'un dit quelque chose comme ça, on l'accuse d'être une marionnette de Poutine. Mais il semble que même au quartier général de l'OTAN, il est assez clair que les Russes se sentent très insécurisés à propos de l'OTAN. Et pourquoi ne le seraient-ils pas? Vers qui ces armes devraient-elles être dirigées? Pourquoi pensez-vous, professeur, que nous assistons à cette escalade absolue du côté de l'OTAN? Tente-t-il d'aliéner la Russie et même de la menacer autant, au lieu de répondre aux supplications ou menaces russes pour un règlement négocié sur la structure de sécurité de l'Europe, qu'il ne cesse de souligner doit être mutuel? Eh bien, je pense qu'il est très important de comprendre que l'expansion de l'OTAN, comme souligné par les commentaires de Jack, a commencé dans les années 1990. Pendant cette période, la Russie était extrêmement faible. Il est également crucial de souligner que l'expansion de l'OTAN n'avait pas pour but de contenir la Russie dans les années 1990, car il n'y avait absolument aucune menace russe. L'objectif principal de l'expansion de l'OTAN était d'étendre la zone de paix qui existait en Europe de l'Ouest, que nous avions créée pendant la guerre froide vers l'Est. Malgré cela, les Russes ont protesté vigoureusement dès le début.
Cependant, ils étaient trop faibles pour arrêter l'expansion de l'OTAN. La première expansion significative a eu lieu en 1999. Les Russes ont fortement objecté, mais nous avons procédé malgré tout. La deuxième expansion significative a eu lieu en 2004. Et encore une fois, les Russes étaient extrêmement en colère à propos de l'expansion de l'OTAN. Mais une fois de plus, nous l'avons imposé sur eux, et il n'y avait vraiment pas grand-chose qu'ils pouvaient y faire. Ainsi, en avril 2008, lorsque nous avons annoncé que la Géorgie et l'Ukraine deviendraient partie de l'OTAN, marquant la troisième grande expansion, les Russes ont protesté vigoureusement. Ils ont clairement indiqué que c'était une menace existentielle pour eux et qu'ils ne permettraient pas que cela se produise. Notre pensée de base à l'époque était que nous pouvions leur imposer cela, qu'ils n'avaient d'autre choix que de l'accepter. Cette approche était cohérente avec nos actions jusqu'à ce point. Il est important de noter qu'une guerre a éclaté en août 2008 au sujet de la Géorgie. Ce conflit devrait nous rappeler que la décision d'intégrer la Géorgie et l'Ukraine dans l'Alliance a été prise en avril 2008. Peu de temps après, en août, il y a eu une guerre en Géorgie. On aurait pu penser que l'administration Bush, suivie par celle d'Obama, Trump et Biden, aurait compris que continuer à pousser l'OTAN vers l'Est et à intégrer l'Ukraine allait provoquer une guerre en Ukraine, tout comme la guerre en Géorgie. Mais ce n'est pas ce qui s'est passé. Nous avons juste continué à pousser. J'aime dire que nous avons redoublé d'efforts. Puis bien sûr, en décembre 2021, environ 2 mois avant le début de la guerre, les Russes ont clairement indiqué qu'ils voulaient trouver une sorte d'accord pour éviter une guerre. Mais qu'avons-nous fait? Pratiquement rien. Nous avons essentiellement ignoré leurs préoccupations et signalé que nous allions continuer les efforts pour intégrer l'Ukraine dans l'OTAN. En fait, à ce moment-là, nous avions fait de l'Ukraine un membre de facto de l'OTAN. Les Russes continuaient de protester et nous les ignorions essentiellement. Cela était dû au fait que nous pensions pouvoir imposer l'expansion de l'OTAN sur eux. Si une guerre devait éclater, nous croyions pouvoir mettre les Russes à genoux, principalement par des sanctions, mais aussi en utilisant l'armée ukrainienne pour grandement affaiblir, sinon vaincre, les Russes sur le champ de bataille. Ainsi, nous pensions avoir l'avantage et pouvoir imposer notre volonté concernant l'expansion de l'OTAN en Ukraine. Pendant longtemps, il semblait que nous pourrions réussir. Cependant, finalement, la situation a changé et nous nous sommes retrouvés dans une position où l'OTAN et les États-Unis étaient susceptibles de perdre et les Russes allaient gagner. Ce sont des scénarios très sombres. L'idée que l'OTAN ait compris qu'elle créait cette situation et que nous avons une guerre parce que nous avons choisi cela au lieu de la désescalade est troublante. Ainsi, l'OTAN et la Russie sont entrés dans une spirale d'escalade, un choix également fait par l'OTAN. Anatole Lieven, pourquoi pensez-vous que la décision d'escalader plutôt que de s'asseoir et de négocier a été prise? Comme le dit le professeur Mearsheimer, je pense qu'une partie de cette décision remonte à 2008 et avant. John a absolument raison. Ce problème trouve ses racines dans l'orgueil de l'Occident pendant les années 1990, qui semblait justifié dans une certaine mesure à l'époque. Cet orgueil a conduit à une étrange amnésie dans la pensée occidentale. Jack a mentionné la peur russe des bases américaines en Ukraine, résultant de l'expansion de l'OTAN. Pendant la guerre froide, comme je suis sûr que les autres panélistes seraient d'accord, l'idée que l'OTAN et les États-Unis pourraient poursuivre une voie menant à l'expulsion de la marine russe de Sébastopol et son remplacement par la marine américaine aurait été vue comme un chemin direct vers la guerre nucléaire. Presque tous les analystes, sauf peut-être les plus extrêmes qui n'étaient pas pris au sérieux,
aurait été d'accord avec cela dans les années 1980. Par conséquent, c'était quelque chose à éviter à tout prix. Mais d'une manière ou d'une autre, ce qu'on appelle la fenêtre d'Overton a glissé, rendant des choses qui étaient auparavant considérées comme impossibles et illégitimes acceptées. Ce changement est devenu normalisé dans la pensée occidentale. Je crois que cela résulte également d'une amnésie historique et du déclin des études historiques. C'est dû à la lâcheté et au conformisme répandu parmi beaucoup dans les études sur la Russie et l'après soviétique et la communauté d'experts. Initialement, ces experts ont hérité de leur vue de l'époque de la guerre froide. Cependant, une fois qu'il y a eu un consensus à Washington et au sein de l'OTAN en faveur de l'expansion de l'OTAN, trop de personnes, malgré la reconnaissance en privé des conséquences désastreuses de cette démarche, ont publiquement déclaré quelque chose de complètement différent. Et cela a aussi beaucoup à voir avec l'argent et le financement. En Grande-Bretagne, en ce qui concerne les think tanks sur les affaires internationales, il n'y a tout simplement pas de débat sur la politique de l'OTAN et de la Russie. Il y a un certain débat sur les tactiques, mais aucun sur la vision de la Russie comme ennemi ou sur la nécessité de l'expansion de l'OTAN. Cela est largement dû à leur dépendance vis-à-vis du financement de l'État et, dans une mesure considérable, du financement provenant également de l'Amérique. Ce que l'OTAN illustre, dans une certaine mesure, c'est la loi de fer de la bureaucratie. Cette loi suggère que les institutions créées pour un but spécifique visent principalement à se maintenir et à survivre. Si nécessaire, elles créeront les conditions mêmes qu'elles sont censées combattre, comme un officiel russe l'a averti dans les années 1990. Eh bien, la réponse est bien sûr une institution qui souhaite survivre. On le voit aussi avec les services de sécurité intérieure. S'il n'y a pas de menace, ils essaieront d'en générer une pour assurer leur propre existence continue. Mais dans le processus, il y a également eu, et cela était très apparent une fois de plus dans les années 90, un énorme effort de propagande généré par l'OTAN et bien sûr par certains gouvernements de l'OTAN. Cet effort a été énormément financé, essentiellement pour fermer le débat sur cette question et pour promouvoir la ligne de l'OTAN dans le public. Maintenant, un autre aspect de cela que John a soulevé était qu'il était présenté, et dans une certaine mesure, comme il l'a dit, considéré par les élites de l'OTAN comme sans coût et sans risque. Une mention a été faite de la guerre Russie-Géorgie de 2008. A mention was made of the Russia-Georgia war of 2008. And after that war, Après cette guerre, j'ai demandé à un officier qui avait servi au quartier général de l'OTAN à Bruxelles, puis était rentré si l'OTAN avait un plan de contingence pour une guerre Russie-Géorgie, dans l'éventualité où la Géorgie rejoindrait l'OTAN. J'ai souligné les conflits territoriaux existants et mentionné que Saakashvili était déterminé à récupérer ces territoires par tous les moyens nécessaires. Je lui ai demandé quel était leur plan si cette situation se produisait. Il a répondu qu'il n'y avait pas seulement aucun plan, mais l'idée même d'avoir un plan pour cette éventualité n'avait jamais été soulevée au quartier général de l'OTAN. C'était surprenant. Il a expliqué que l'expansion de l'OTAN était vendue au public sur la prémisse qu'elle serait sans coût et sans risque. Par conséquent, si quelqu'un au quartier général de l'OTAN avait soulevé la possibilité d'une guerre en Géorgie, même du point de vue d'un soutien total à la Géorgie, cela aurait été considéré en effet comme une opposition à l'expansion de l'OTAN. Cela était dû au fait que le secrétariat de l'OTAN, sous l'influence de l'Amérique et de la Grande-Bretagne, avait convenu de l'expansion. Par conséquent, toute personne exprimant des préoccupations aurait été renvoyée dans son propre pays avec une marque noire significative contre son nom.
Cela met en lumière le dysfonctionnement dans la pensée stratégique de l'OTAN. Cependant, l'OTAN est parvenue à persuader les publics occidentaux que l'expansion n'était pas sans risque ni sans coût, mais ils ont affirmé que cela n'avait rien à voir avec l'OTAN. Not risk-free and not cost-free, but that this was nothing to do with NATO. This extraordinary lie, as we've heard, which Stoltenberg... Cette affirmation extraordinaire, contredite par Stoltenberg lui-même en public, affirmait que la guerre en Ukraine n'avait rien à voir avec l'OTAN. Malgré cela, nous nous retrouvons dans une situation où nous visons à encourager une volonté parmi les publics occidentaux d'accepter des risques et, plus important encore, de dépenser de l'argent. Nos gouvernements ont été soit contraints, soit ont volontairement adopté le célèbre conseil du sénateur Vandenberg à Dean Axon. Faites leur peur à mort. Cela a conduit à une exagération massive de la menace russe. Cette menace est présentée comme significative non seulement pour l'Ukraine, mais pour l'Occident, même si, en réalité, elle existe à peine. Cependant, lorsqu'on examine l'opinion publique occidentale, y compris au sein du Parti républicain, il devient clair que ce récit est erroné. Les citoyens occidentaux ne se sentent pas en guerre avec la Russie, ni ne croient qu'un tel conflit est probable. Et bien sûr, dans des circonstances où les budgets sont vraiment mis sous pression, surtout en Europe, en raison d'autres demandes, et où il y a une stagnation économique générale en Europe, il est très peu probable, à mon avis, que les publics européens finissent par accepter de soutenir le niveau de dépenses proposé. Cette situation découle de son désir de se préserver et bien sûr de l'infantilisation de l'Europe pendant la guerre froide. L'absence totale de foi dans la capacité de l'Europe à se défendre a conduit à une situation dans laquelle l'OTAN a généré la menace qu'elle prétend combattre, mais n'est en réalité pas capable de se montrer à la hauteur de sa propre rhétorique. Ambassadeur Matlock, êtes-vous d'accord pour dire que l'OTAN a créé son propre ennemi, un ennemi que vous avez travaillé à transformer en ami? Vous avez joué un rôle significatif dans la fin de la guerre froide, soulignant qu'elle était possible parce que les deux côtés voyaient l'avantage de mettre fin au conflit et de travailler ensemble. Pourquoi alors l'OTAN recrée-t-elle maintenant cet ennemi, le reconstruisant une fois de plus? Il y a plusieurs choses, certaines que j'ai mentionnées auparavant. Tout d'abord, je pense que la guerre froide était centrée autour d'un véritable enjeu. À cette époque, l'Union soviétique était motivée par une idéologie marxiste-léniniste. Il croyait qu'il menait une révolution mondiale contre la soi-disant bourgeoisie, en d'autres termes, les pays avancés de l'Occident. Ils anticipaient une révolution mondiale qui établirait finalement un gouvernement communiste unique. C'était une véritable menace idéologique pour nous et notre mode de vie. La plus grande menace, cependant, était notre préoccupation que l'Union soviétique se développe en Europe de l'Ouest. C'est la raison pour laquelle l'OTAN a été fondée. Maintenant, le problème est qu'on nous dit que si la Russie, ou spécifiquement Poutine, réussit en Ukraine, bien qu'il ne définisse pas ce que signifie réussir, alors il commencera immédiatement à attaquer l'Europe de l'Est. Il n'y a absolument aucune preuve pour soutenir cette affirmation. On nous dit aussi que la Russie, parce qu'elle a un système autoritaire, veut imposer ce système à tout le monde. C'est absolument absurde. Le système autoritaire concerne leurs affaires internes. Ils sont indifférents au type de gouvernement que nous avons, tant que nous ne les menaçons pas. En d'autres termes, ils ne possèdent pas la stratégie agressive qui était caractéristique de l'idéologie communiste. La guerre froide a pris fin lorsque Gorbatchev a officiellement abandonné cette idéologie et a commencé à parler des intérêts communs de l'humanité au lieu de la victoire du prolétariat. Ce changement a marqué la fin des problèmes autour desquels la guerre froide était centrée.
Un autre aspect auquel nous n'avons pas accordé suffisamment d'attention est la course aux armements, qui était particulièrement dangereuse en raison de la prolifération des armes nucléaires. À un moment donné, nous avions tellement d'armes nucléaires qu'il a été calculé que si elles étaient toutes utilisées, elles pourraient détruire la civilisation. Certaines estimations disaient 3 fois, tandis que d'autres disaient 7 fois. C'est déroutant pourquoi quelqu'un voudrait détruire la civilisation plus d'une fois. Mais cette course aux armes nucléaires était absolument insensée. Maintenant, l'une des choses que nous avons faites en continuant d'élargir l'OTAN a été de nous retirer unilatéralement de chacun des accords sur les armes nucléaires que nous avions conclus pour mettre fin à la guerre froide. Les États-Unis ont commencé cela avec la seconde administration Bush, en même temps que nous élargissions l'OTAN. Donc je dirais que la situation géopolitique est totalement différente maintenant. Cela est entièrement à part du fait que, depuis le moment où nous avons commencé à mettre fin à la guerre froide et que nous négocions sur l'unification de l'Allemagne, nous avons très fortement suggéré au président Gorbatchev à cette époque qu'il n'y aurait pas d'expansion de l'OTAN. Et maintenant, cela est parfois nié. Certes, cela n'était pas écrit dans un traité, mais cela a été très emphatiquement déclaré pendant les négociations pour unifier l'Allemagne. Cette position n'était pas seulement adoptée par les États-Unis, mais aussi par le ministre des Affaires étrangères allemand de l'époque et le Premier ministre britannique. Je me souviens de certaines de ces négociations quand Gorbatchev répondait que si l'OTAN devait s'élargir, cela devrait inclure la Russie. En d'autres termes, nous avions besoin à ce moment-là d'avoir une organisation de sécurité qui protégeait tout le monde, au lieu d'une qui semblait profiter de ce qui est devenu plus tard les intérêts russes. Bien sûr, après l'éclatement de l'Union soviétique, la Russie n'avait que la moitié de la population de l'Union soviétique. Son armée était en désordre complet. Ce qui nous inquiétait le plus à l'époque était la possibilité que des armes nucléaires ou leur technologie se répandent dans d'autres pays ou auprès de groupes terroristes. C'est encore un danger dont on entend rarement parler. Si la pression sur la Russie devait, Dieu nous en préserve, provoquer un effondrement du gouvernement, cela pourrait devenir une menace existentielle pour nous tous. Cela est dû au fait que si ces armes nucléaires ne sont pas maintenues sous un contrôle raisonnable, ce que jusqu'à présent le gouvernement russe a réussi à faire, les conséquences pourraient être désastreuses. Donc il y a de nombreux aspects ici que nous ignorons simplement maintenant. Ambassadeur, professeur Mearsheimer, il me semble que les Européens et les Américains ont toujours l'état d'esprit selon lequel ils peuvent imposer leur politique aux Russes, comme vous l'avez dit. Ils continuent de le faire, tout en ne craignant pas la possibilité d'une escalade et d'une guerre nucléaire, comme les gens le faisaient pendant la guerre froide. Voyez-vous également ce problème? Les gens n'ont-ils plus peur qu'une guerre nucléaire et une véritable guerre avec la Russie puissent se produire? Ou est-ce que j'exagère? Je pense que l'administration Biden a compris dès le début qu'il y avait un sérieux potentiel de guerre nucléaire. Soit si les Russes perdent de manière décisive en Ukraine, soit si l'OTAN est entraînée dans la guerre. Bien que je sois généralement en désaccord complet avec l'administration Biden sur chaque question, je pense qu'ils se sont comportés assez intelligemment concernant la question de l'escalade nucléaire. L'OTAN, en général, a bien conscience que nous devons être très prudents ici. Cependant, pour revenir à votre point sur le fait que nous imposons des politiques aux Russes, il semble que les rôles se sont inversés. Et je pense que maintenant nous sommes dans une situation très différente.
Les gens en Occident comprennent que les Russes avancent et sont susceptibles de gagner cette guerre. Quand nous parlons de gagner, il est important de clarifier ce que cela signifie. Cependant, il est clair que les Ukrainiens ne vont pas gagner cette guerre. Ils ne récupéreront aucun territoire qu'ils ont déjà perdu. En fait, je dirais qu'ils vont perdre encore plus de territoire. Ce sera un coup dévastateur pour la réputation de l'OTAN. Donc la question que nous devons nous poser maintenant est, étant donné que la situation a changé et que l'OTAN et les États-Unis en particulier font face à de réels défis, que allons-nous faire à l'avenir? Encore, pratiquement jusqu'à ce que la guerre éclate, et même après le début de la guerre, nous parlions de jouer dur avec les Russes et de les mettre à genoux. Ces jours sont révolus. Nous allons voir une paix gelée. Ce sera un conflit gelé. La question que nous devons nous poser est, que allons-nous faire à l'avenir? Je serais curieux d'entendre ce qu'Anatole et Jack ont à dire. Mais à mon avis, les États-Unis et l'OTAN, plus généralement, ne vont pas se coucher et jouer les morts. Nous continuerons, pour un avenir prévisible, à essayer de causer des problèmes aux Russes et à saper leur position en Ukraine. Les Russes, en retour, feront tout leur possible pour causer des problèmes à l'intérieur de l'Ukraine, pour la maintenir comme un État morcelé dysfonctionnel et pour faire tout ce qu'ils peuvent pour causer des problèmes en Europe et en ce qui concerne les relations transatlantiques. Donc, je pense que nous sommes condamnés à avoir une méchante compétition sécuritaire entre les Russes d'un côté et les Ukrainiens et l'Occident de l'autre, aussi loin que l'on puisse voir. Tout cela revient au point initial de Jack, selon lequel la décision d'élargir l'OTAN puis d'intégrer l'Ukraine à l'OTAN était une décision désastreuse. Il est juste difficile d'apprécier pleinement combien de dégâts ont déjà été faits et seront faits à l'avenir par cette décision remarquablement insensée. En 2014, professeur Mearsheimer, vous avez écrit un essai affirmant que l'Ukraine est un exemple parfait de cas pour la neutralité. D'autres ont également soutenu que l'Ukraine devrait rester neutre pour désamorcer les tensions et ainsi atteindre une sécurité commune. Mais tout d'abord, permettez-moi de demander à Anatole Lieven. Souhaitez-vous répondre à la question du professeur Mearsheimer? Eh bien, j'ai peur qu'il ait raison. Vous pouvez voir les institutions de sécurité occidentales, presque avec joie, parce qu'elles ont été créées et configurées dans de nombreux cas pendant la guerre froide, se verrouiller dans une rivalité universelle avec la Russie. Partout où l'influence russe est trouvée, elle doit être combattue. Cela est même vrai dans des situations absurdes, comme en Syrie et en Afrique de l'Ouest, où les seuls qui se réjouissent réellement sont nos ennemis islamistes. Ces ennemis sont communs à la Russie et à l'Occident. Mais une fois que cet état d'esprit devient le cadre directeur, la procédure opérationnelle standard des institutions de sécurité, alors tout le monde a tendance à s'aligner. Sur l'Ukraine, en tant qu'historien, j'ai essayé de rappeler aux gens, y compris aux Ukrainiens, que si la guerre était gelée le long des lignes de bataille actuelles et que l'Ukraine déclarait sa neutralité, cela ne serait pas une défaite en termes historiques. En fait, ce serait une victoire significative pour l'Ukraine. Cela est dû au fait que 80% de l'Ukraine resterait indépendante. Elle ne rejoindrait pas l'OTAN, mais elle aurait l'opportunité de se rapprocher de l'Union européenne. De plus, elle serait probablement fortement anti-russe, ce qui représenterait une sérieuse défaite pour la Russie. Cependant, nous nous sommes convaincus d'une position différente. Et incroyablement, Josep Borrell, le soi-disant chef de la politique étrangère de l'UPNE, a réitéré cette semaine le plein soutien de l'Union européenne au plan de paix en 10 points de l'Ukraine. Cependant, ce plan n'est pas véritablement un plan de paix.
il exige un retrait complet de la Russie, des réparations et des procès pour crimes de guerre. Des résultats qui ne pourraient être atteints que par une victoire militaire complète de l'Ukraine, ce qui n'est pas réalisable à ce stade. Donc, d'une certaine manière, à travers notre rhétorique et nos discours excessifs, nous nous sommes piégés dans la poursuite d'une victoire totale que nous ne pouvons désormais pas atteindre. Mais bien sûr, dans le processus, nous avons considérablement compliqué la possibilité d'atteindre une paix de compromis sur des termes raisonnables. Et oui, je veux dire, nous risquons ce qui pourrait être perçu en Occident et dans le monde comme une défaite considérable pour l'OTAN et un succès russe bien plus grand que ce qui s'est produit jusqu'à présent. Et l'autre chose, j'ai dit cela à propos de la politique des États-Unis au Moyen-Orient, mais je le dirais aussi à propos de l'expansion de l'OTAN. Si j'étais adepte des théories du complot, ce que je ne suis absolument pas, mais si je l'étais, je dirais que tant de la politique des États-Unis dans le monde au cours des 30 dernières années semble comme si elle avait été conçue par un comité secret d'hommes vieux, super intelligents et méchants, se réunissant dans une grotte en Chine. Cela est dû au fait qu'il est extrêmement clair combien tout cela a énormément bénéficié uniquement aux Chinois. Je sais que le professeur Mearsheimer sera probablement d'accord avec cela, car il ne cesse de le souligner. Mais d'abord, permettez-moi de demander à l'ambassadeur Matlock s'il souhaite répondre au professeur Mearsheimer. Eh bien, oui, je pense que bien que nous nous concentrions sur l'OTAN et son 75e anniversaire, il est extrêmement important de considérer le contexte mondial. Lorsque nous observons ce qui se passe actuellement dans la guerre de Gaza, nous voyons un autre effort intensif de génocide, alimenté par les armes américaines et le couvert diplomatique. Cette situation offense pratiquement tous les pays, sauf quelques-uns de nos alliés de l'OTAN en Europe. Pendant ce temps, certains de nos amiraux les plus haut gradés discutent de la possibilité d'une guerre avec la Chine, qui est également une puissance nucléaire et probablement capable d'exercer une supériorité navale le long de ses frontières. Cela survient à un moment où nous essayons effectivement de surveiller ces frontières et d'affirmer le droit de maintenir le contrôle de la mer de Chine méridionale, entre autres zones. Il me semble que les États-Unis sont désormais largement surengagés. En regardant les temps financiers, notre dette nationale continue d'augmenter de billions chaque année. Nous n'avons pas eu de budget équilibré depuis, je crois, 1991. Le fait est, presque chaque guerre dans laquelle nous avons été impliqués depuis que nous avons envahi l'Irak a été financée par des fonds empruntés. Et comme Powell l'a récemment dit, cela est insoutenable. Nous faisons face à un déficit budgétaire alors que nous avons besoin de stimuler notre économie nationale. Maintenant, même si l'on dit que l'économie se porte bien, nous sommes toujours en déficit. Donc, chaque fois que nous envoyons quelques milliards de plus à l'Ukraine, à Israël ou à n'importe qui d'autre, nous contractons des dettes que la prochaine génération devra soit payer, soit assister à l'effondrement du dollar. Dans ce contexte plus large, nous devons reconnaître que nous sommes sérieusement surengagés avec les politiques que nous avons suivies. Je me demande combien de temps cela durera, surtout combien de temps il faudra pour que nos principaux alliés européens, à part les Britanniques, qui semblent déterminés à utiliser la puissance américaine pour recréer l'Empire britannique, comprennent. Cela semble être motivé par l'émotion. Cependant, jusqu'à ce que les Allemands et les Français réalisent que leur position vis-à-vis de la Russie n'est pas dans leur intérêt et leur coûte cher, nous continuerons à faire face à ces défis. Je ne suis personnellement pas trop inquiet à propos de la dette, car toute nation qui s'endette dans sa propre monnaie souveraine a toujours une porte de sortie grâce à la planche à billets. Mais laissons cela de côté.
Professeur Mearsheimer, vous vouliez dire quelque chose. Puis-je également ajouter une question pour vous? Hors zone ou hors service? En 1999, avec la Serbie, qu'est-ce qui s'est passé? Était-ce un tournant historique ou non? Mais s'il vous plaît, partagez d'abord vos pensées. Non, je pense que ma réponse à Jack répond essentiellement à cette question. Je veux juste approfondir un peu plus le contexte mondial plus large. Lorsque vous examinez les États-Unis, vous pouvez identifier 3 régions clés d'intérêt aujourd'hui. La première est l'Asie de l'Est, avec la Chine comme point central. La seconde est l'Europe, avec un accent particulier sur l'Ukraine. La troisième est le Moyen-Orient, souligné par la guerre de Gaza et le potentiel d'escalade généralisée. En regardant ces 3 régions, il est évident que l'Europe se classe 3e en termes de priorité. Cela est principalement parce que les États-Unis considèrent la Chine comme un concurrent de même niveau, tandis qu'ils ne considèrent pas la Russie sous le même angle. Et c'est pourquoi il y a tout cet accent sur le pivot vers l'Asie. En ce qui concerne le Moyen-Orient, parce que les États-Unis ont une relation spéciale avec Israël, qui est sans pareil dans l'histoire enregistrée, il n'y a aucun moyen que l'Ukraine soit priorisée par rapport à Israël. Israël est donc numéro 2 ou numéro 1 sur la liste, aux côtés de la Chine. Cette situation avec l'Ukraine, l'OTAN et l'Europe étant numéro 3 signifie que les États-Unis ne pourront pas jouer le même rôle en Europe qu'ils ont joué dans le passé. Nous allons mettre beaucoup plus l'accent sur le fait de faire en sorte que nos alliés en fassent plus. Vous pouvez déjà voir ça se produire. Vous pouvez voir que nos alliés vont essayer de faire plus pour résoudre le problème russe qu'ils ont créé pour eux-mêmes. Cependant, je crois que nous allons rencontrer de sérieux problèmes d'action collective à l'avenir. Il y avait un avantage significatif à ce que les Européens dépensent moins en défense et laissent les Américains diriger l'Alliance, car cela résolvait de nombreux problèmes d'action collective inhérents aux alliances. Alors que les États-Unis déplacent davantage leur focus vers l'Asie de l'Est et le Moyen-Orient, et moins vers l'Ukraine, et que nos alliés européens commencent à contribuer davantage, les différences entre eux deviendront plus évidentes et plus prononcées. Et bien sûr, les Russes feront tout ce qu'ils peuvent pour exploiter les tensions entre les États au sein de l'Alliance. Les alliés sont déjà quelque peu en désaccord les uns avec les autres. Par exemple, les relations franco-allemandes sont aujourd'hui très mauvaises. Par conséquent, je dirais que l'avenir de l'OTAN en tant qu'institution ne semble pas prometteur. Je ne pense pas que l'OTAN disparaîtra de sitôt. Elle sera avec nous sur le long terme. Comme mentionné précédemment, les relations entre l'OTAN et l'Ukraine d'un côté et les Russes de l'autre seront mauvaises pour un avenir prévisible. Cependant, l'OTAN sera une alliance inefficace surtout comparée à ses performances passées. Mais puis-je ajouter ici que les alliances ont toujours cette composante qui cherche à faire coopérer les membres individuels. Nous avons vu, par exemple, le pacte de Varsovie utilisé davantage contre ses propres membres que contre des menaces externes. Récemment, pour la première fois, nous avons vu ce qui semble être l'OTAN agir contre un projet d'infrastructure de l'un de ses membres. Ce qui est arrivé au pipeline allemand reste flou. Le meilleur scénario est que c'était l'État qui a reçu tant de soutien. Anatole, pensez-vous qu'il y a des signes que l'OTAN, sous la surface, ne fonctionne pas aussi bien qu'il n'y paraît? Eh bien, oui. Je pense certainement que c'est le cas. Ce qui m'inquiète, à la fois en Amérique et en Europe, ce qui a été très alimenté par ce qui est maintenant clairement vu comme l'hystérie totalement fausse autour du prétendu Russiagate, c'est cette tentative d'associer certaines forces et tendances politiques domestiques à l'ennemi russe.
Malheureusement, beaucoup de gens croient sincèrement en cela. Ce n'est plus juste un débat sur les intérêts nationaux des États-Unis ou de l'Allemagne. Au lieu de cela, on parle de traîtres et d'une cinquième colonne au milieu de nous. Cela est couplé, en partie, à des peurs légitimes de l'autoritarisme, ou, comme c'est parfois exagérément référé, du fascisme. Once again, somewhat hysterical language, fascism. This could lead us Cela pourrait conduire à des tendances dangereuses dans la politique intérieure également. Cela pourrait être justifié comme la défense nécessaire de la démocratie libérale. Cependant, cela pourrait aboutir à l'adoption de politiques intérieures très illibérales. Cela, à son tour, pourrait conduire à un cycle vicieux de radicalisation et de conflits internes. Une autre raison pour laquelle j'aimerais vraiment voir une fin à la guerre en Ukraine et une réduction de la tension avec la Russie est précisément à cause de cela. De plus, en Europe, il y a le problème des budgets nationaux épuisés. Le ministre des Finances allemand, issu d'un parti libéral, risque de tomber en dessous du seuil de 5%. Le Premier ministre danois a parlé de geler non seulement les dépenses de protection sociale, mais aussi les subventions pour l'industrie afin de financer la guerre en Ukraine. Cela survient à un moment où il y a une discussion croissante en Allemagne, parmi des personnes très sérieuses, sur la désindustrialisation de l'Allemagne, en partie à cause de la guerre en Ukraine. En Grande-Bretagne, le gouvernement a maintenant promis 5 milliards de livres d'aide à l'Ukraine. Ce montant est quelque peu pathétique comparé aux sommes que l'Amérique essayait de s'engager à verser. Cependant, 5 milliards de livres sont très proches de la somme largement discutée comme nécessaire pour ramener le service national de santé à une sorte de forme basique. L'efficacité et ses problèmes vont provoquer des divisions significatives en Europe à l'avenir. Associées au langage des traîtres et des cinquièmes colonnes, il est clair que les forces du radicalisme populiste en Europe ne sont pas générées par la Russie. Nous comprenons tous les facteurs domestiques qui alimentent ces forces. Cependant, lorsqu'ils sont combinés avec la notion perçue ou créativement construite d'être alliés de Poutine, cela peut pousser la politique européenne et américaine dans des directions très dangereuses. Cela pourrait absolument être le cas. Et nous approchons de la marque d'1 heure, donc je voudrais passer aux remarques de clôture. À chacun d'entre vous, si vous aviez un conseil à donner à l'OTAN, quel serait-il? Commençons par l'ambassadeur Jack Matlock. What would it be? Let's start, Ambassador Jack Matlock. Je dirais simplement qu'en observant la politique des différents pays de l'OTAN et des États-Unis, il m'est difficile de faire une autre prédiction que celle faite par John Mearsheimer. Cependant, basée sur ma propre expérience en travaillant pour le président Ronald Reagan, qui a été élu sur une plateforme fortement anticommuniste et anti-soviétique, les gens supposaient qu'il allait nous rapprocher d'une guerre nucléaire. Il s'est avéré qu'il était déterminé à nous éviter la guerre et est devenu connu comme le président de la paix. Une fois que nous avons eu un secrétaire d'État qui soutenait également cet objectif, je dirais qu'avec environ 4 ou 5 personnes au sein du gouvernement américain, nous avons pu inverser notre politique et changer la perception qu'on en avait. Environ 3 ans, nous avons réussi à mettre fin à la course aux armements nucléaires et à la guerre froide dans son ensemble, grâce aux changements que nous avons encouragés et acceptés dans l'Union soviétique à cette époque. Je ne pense pas qu'une personne informée en 1980-81 aurait prédit que cela pourrait arriver. Actuellement, quand je regarde notre politique, je ne vois personne aux commandes de l'un ou l'autre parti politique qui soit capable de diriger de cette manière. Mais espérons au moins des développements positifs imprévus.
Anatole Lieven, quelles sont vos remarques de clôture et peut-être vos recommandations à l'OTAN? Eh bien, juste ce que je dis et écris depuis des mois maintenant. Ce que je ne m'attends pas à ce qu'ils acceptent, mais qui consiste à ouvrir des discussions avec la Russie et à proposer un traité de neutralité. C'est quelque chose qui est entièrement sous notre contrôle, pas celui de l'Ukraine. La décision d'admettre de nouveaux membres à l'OTAN relève de l'OTAN elle-même. De plus, tout pays de l'OTAN peut opposer son veto à une telle décision. Comme nous l'avons vu avec la situation récente impliquant le veto de la Hongrie sur la Suède et la Turquie. Nous devrions proposer un traité de neutralité et proposer de lever les sanctions. Nous devons nous engager à discuter sérieusement d'une nouvelle architecture de sécurité européenne. Quant aux questions territoriales en Ukraine, elles doivent être mises de côté pour de futures négociations qui seront probablement longues, similaires à la situation à Chypre. Je dois mentionner qu'une grande partie de ce que je suggère a en fait été proposé par le président Zelensky au début de la guerre. Cependant, pour diverses raisons que je ne vais pas approfondir, cette approche a été abandonnée plus tard. Mais, à mon avis, cela reste notre meilleure et peut-être notre seule chance de résoudre cette terrible et extrêmement dangereuse situation. Professor Mearsheimer. Je suis entièrement d'accord avec Anatole, mais permettez-moi d'aborder la question sous un angle légèrement différent. Ce qu'il faut faire, c'est rompre complètement la relation de sécurité entre l'Occident et l'Ukraine. Il ne suffit pas de déclarer simplement que l'Ukraine ne deviendra pas membre de l'OTAN. Nous devons couper entièrement nos liens de sécurité avec l'Ukraine. Cela afin de garantir que les Russes se sentent en sécurité. Sachant que l'Occident ne tentera pas de faire de l'Ukraine un membre de facto de l'OTAN de manière sournoise. De plus, nous devrions encourager les Ukrainiens à entamer immédiatement de sérieuses négociations avec les Russes. Cela aurait pour but qu'ils ne conservent que le territoire qu'ils ont déjà perdu. Le grand danger ici est que si cette guerre continue et que nous continuons de menacer d'intégrer l'Ukraine à l'OTAN, nous donnons aux Russes plus de raisons de prendre davantage l'Ukraine, la transformant en un État croupion dysfonctionnel. De cette manière, si l'Ukraine devenait jamais partie de l'OTAN, elle ne représenterait pas une menace sérieuse pour la Russie. Par conséquent, l'OTAN devrait clairement indiquer que l'Ukraine ne rejoindra pas l'OTAN et que l'Ukraine doit établir sa propre relation de sécurité avec la Russie par elle-même. De plus, nous devrions arrêter de soutenir les révolutions de couleur en Europe de l'Est. C'est parce que les Russes se voient comme des cibles potentielles pour des révolutions de couleur, tout comme ces autres pays. Et ceci est une prescription pour un désastre supplémentaire. Nous devrions, de manière très importante, abandonner toute cette entreprise dont l'OTAN est l'élément central, de faire de l'Ukraine un bastion occidental à la frontière de la Russie. Nous devrions sortir du visage de la Russie, car le fait est que malgré toute la rhétorique concernant la menace russe en Occident maintenant, la Russie n'est pas une menace pour conquérir toute l'Ukraine, encore moins conquérir des pays en Europe de l'Est. Ils ne vont pas faire ça. Poutine n'a jamais montré aucun intérêt à conquérir un quelconque pays, y compris l'Ukraine. Nous devrions reconnaître cela et changer radicalement nos politiques, car cela n'est pas seulement dans l'intérêt de l'Ukraine, ce qui est extrêmement important, mais aussi dans les intérêts de l'Europe occidentale et orientale. Perpétuer la situation actuelle sera désastreux à terme pour toute l'Europe. Ils ont un intérêt profond, à mon avis, à prendre une direction complètement différente, à faire un virage à 180 degrés. Mais encore, comme Anatole l'a dit, les chances que cela se produise sont probablement nulles. Donc nous pouvons donner ce conseil, mais il semble que personne n'écoute. We can give this advice, but it just seems to be the case that nobody's listening.
Je ne pourrais pas être plus d'accord. Bien que ce ne soit pas une note très joyeuse, j'espère que nous continuerons à discuter et à réfléchir à des moyens d'avancer après 75 ans. Je tiens à remercier Katharina vanden Heuvel, James Carden, l'équipe de Nations et le Comité américain pour l'accord États-Unis-Russie pour l'organisation de cela. Nous parlerons à nouveau. Merci. And we'll talk again. Thank you.